Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par Mango 123456. Hier, j'ai décidé d'emmener mes enfants dans un restaurant d'une célèbre chaîne de restauration. Dans ce restaurant, le repas des enfants est accompagné d'une glace, mais on doit se servir soi-même. C'était un problème car il n'y avait pas de bol à côté de la machine à glace. Alors j'ai pensé, je sais quoi faire, je vais simplement demander des bols à un employé. Et c'est ce que j'ai fait. Il se retourne donc pour regarder le large éventail de bols derrière lui. Certains sont assez petits pour servir les sauces, d'autres assez grands pour l'entrée, et ainsi de suite. Et nous réalisons qu'aucun de nous ne sait quelle taille doit avoir le bol pour la glace des enfants. Alors il s'est dit, je sais ce qu'il faut faire, je vais simplement demander à un manager. Il se retourna alors vers l'un d'entre eux et dit, patron, dans quoi on met la glace des enfants ? Sans se retourner, le patron lui répond, un putain de bol, dans quoi d'autre ? Oui, mais dans quelle taille de bol ? Le patron, avec son charme, son tact et sa grâce inimitable, dit « Donne-lui juste un putain de bol !» L'employé s'est retourné vers les bols, puis un grand sourire s'est dessiné sur son visage. « Toutes mes excuses, monsieur. Ce sont ceux-là, » dit-il en me tendant deux des plus grands bols de l'étalage, l'œil rieur. Mes enfants étaient également ravis. Le directeur est passé à côté de nous quand nous avons déjà mangé la moitié de la glace et a fait un bruit d'opossum apeuré, mais n'a rien ajouté. Je vais définitivement y retourner. Ah, les managers, c'est les premiers pour tomber sur les serveurs en mode « tu fais pas bien ton travail !» Par contre, eux, pour faire le leur, pas ça, hein. La deuxième histoire est postée par Earthsacker 495. Il y a quelques années, j'ai pris un vol de Los Angeles à Singapour, qui dure plus de 16 heures. Je suis grand, environ 1m90, et je ne m'adapte pas très bien au siège de la classe économique. Dans la plupart des avions, mes genoux sont souvent très proches ou tout contre le siège devant moi. Il est donc impossible pour la personne devant moi d'incliner son siège, ce qui n'est généralement pas un problème une fois que la personne devant moi voit à quel point je suis à l'étroit dans ces sièges minuscules. Cependant, pour ce vol en particulier, l'homme devant moi ne l'a pas fait. Il a essayé d'incliner son siège, mais n'a pas pu le faire parce que mes jambes étaient là. Il s'est retourné, a vu ce qui se passait, et m'a demandé quelque chose du genre « Pourriez-vous me laisser incliner mon siège ?» Je réponds « J'aimerais bien, mais je ne peux physiquement pas. Je ferai de mon mieux pour vous donner le plus d'espace possible. Mais ce ne sera pas beaucoup. » À ce moment-là, il commence à s'énerver et à pousser aussi fort qu'il peut sur son siège. Inutile de dire que ce n'était pas particulièrement agréable pour moi. Je lui demande d'arrêter et il me répond « J'arrêterai quand je pourrai incliner mon siège. » Je décide d'attendre. Il finira bien par se fatiguer. Au bout de 10 à 15 minutes, il appelle une hôtesse de l'air et exige un nouveau siège. L'hôtesse lui répond qu'il n'y a pas de siège disponible et qu'il doit faire avec. Il demande à parler au pilote. L'hôtesse de l'air se rend donc à l'avant pour parler au cockpit. N'oubliez pas que, pendant tout ce temps, il continue à appuyer de toutes ses forces sur mes genoux, ne faisant que de courtes pauses pour crier sur l'hôtesse de l'air. Au bout de quelques minutes, le copilote, il voulait parler au pilote et n'était donc pas content, revient et essaie d'expliquer à l'homme qu'il ne peut pas changer de siège parce qu'il n'y a pas d'autre siège de libre. L'homme continue à demander un siège inclinable, à demander à être surclassé, à dire que c'est inacceptable et à faire une scène, etc., etc. Le copilote finit par céder et dit en regardant l'homme « Monsieur, voulez-vous vous asseoir en classe affaires ?» L'homme se lève et marmonne quelque chose qui ressemble à « Putain, c'est pas trop tôt !» Ce à quoi le copilote répond « Monsieur, asseyez-vous, je ne m'adressais pas à vous. » Il se tourne vers moi et répète « Aimeriez-vous un siège en classe affaires ?» Je n'ai, à ce jour, jamais vu quelqu'un d'aussi furieux que cet homme alors que je passais devant lui pour rejoindre mon nouveau siège en classe affaires, avec boisson gratuite. À quel point cet homme est sans gêne pour faire une scène pareille dans un avion alors que tu vois que la personne derrière toi ne peut juste pas te donner plus de place. La troisième histoire est postée par The Romper. Je travaille pour un bureau et nous avons une période de rush de 8 semaines avec des heures supplémentaires obligatoires, 12 à 14 heures de travail par jour. Pendant cette période, l'entreprise accepte de nous rembourser les repas du soir, jusqu'à 13 € par repas. Nous devons simplement soumettre une demande de remboursement avec nos reçus à la fin de la période de rush. Les possibilités de restauration autour de mon lieu de travail ne sont pas super, alors j'apportais généralement mon repas maison. Mais parfois, j'étais trop fatigué pour cuisiner après une longue journée, alors sur les 8 semaines, j'ai peut-être acheté 10 repas. Pour 3 de ces repas, j'ai dépensé 13,50 €, dépassant ainsi la limite de 50 centimes. Mon responsable m'a dit que ce n'était pas grave et que je pouvais l'inclure dans ma note de frais. Il l'a signé et tout.
Quelques jours après avoir soumis mon rapport, le siège social m'a envoyé un courriel, me disant qu'ils avaient rejeté ma note de frais et que je pouvais la soumettre à nouveau, après avoir supprimé le dépassement de 1,50 €. J'ai répondu que mon supérieur était d'accord avec le dépassement de 1,50 € et qu'il l'avait même approuvé. Ils m'ont rétorqué qu'ils n'autorisaient en aucun cas les dépassements, que celui de 1,50 € devait être supprimé ou qu'ils n'approuveraient aucune de mes dépenses de repas. Ils ont terminé leur courriel en me conseillant de lire la politique de l'entreprise la prochaine fois. Bien, ils avaient raison et j'avais tort. J'ai donc décidé de lire la politique très attentivement avant de refaire ma demande de remboursement de frais. Oui, le règlement stipule clairement un maximum de 13 € par repas acheté. Oh, et qu'est-ce que c'est ? La politique autorise également une indemnité journalière de 10 € pour les repas que vous apportez de chez vous. J'ai supprimé avec joie l'excédent de 1,50 € et ajouté 300 € supplémentaires pour les 30 repas que j'ai apportés de chez moi. Je devrais lire la politique de l'entreprise plus souvent. Opi a posté une update pour clarifier. Certains d'entre vous demandent si j'ai reçu les 300 € et la réponse est oui. Beaucoup d'entre vous suggèrent que cette personne essayait sincèrement de m'aider, mais je n'en suis pas sûr à 100%, car elle était très agressive dans son email. De plus, lorsqu'on nous a envoyé la politique en matière de repas au début de la période de rush, il n'y avait aucune mention de l'indemnité journalière, et personne d'autre dans mon service n'était au courant. Quoi qu'il en soit, je me suis assuré de les remercier au cas où ils étaient sincères, et que j'étais simplement trop fatigué pour le voir. Et voilà comment une entreprise, encore une fois en essayant d'économiser le moindre petit centime, a perdu beaucoup plus. Imaginez vouloir gratter 1,50 € et devoir payer 300 €. Et à mon avis, ils ont dû payer plus que ça, parce que Opi a dû partager le tuyau. La dernière histoire est postée par X in Texas. J'avais l'habitude de servir les tables dans un restaurant haut de gamme qui était connu pour être l'endroit où organiser tes fêtes de fin d'année ou de bureau. C'était très lucratif si tu avais le bon groupe. Les menus étaient préétablis, le vin et l'alcool étaient préétablis, et un pourboire de 18% était compris dans l'addition. Putain la vache. Tout cela figurait dans le contrat que l'hôte signait avant l'événement. Habituellement, l'hôte se présentait assez tôt pour que tu saches à qui parler en cas de problème et à qui remettre l'addition à la fin de la soirée. Un soir, je partage une fête de 30-40 personnes avec un autre serveur. Cet événement avait de la nourriture de premier ordre et du vin et de l'alcool de niveau moyen. Très bien. Un petit groupe de 5-6 personnes arrive un peu avant l'heure prévue. 2 hommes et 3-4 femmes. Ce n'est pas un problème, c'est même plus agréable s'ils arrivent lentement, pour que nous puissions commencer à leur servir à boire. Je m'approche, je nous présente mon collègue et moi, et demande les boissons qu'ils veulent. C'est au début des années 2000, et l'expression kéké n'existait pas encore, mais les deux gars étaient les kékés les plus kékétiques. S'ils avaient trouvé un moyen de paraître plus arrogants encore, je suis sûr que ces gars l'auraient fait. Super Kéké 1. Ouais, mon frère, allons commencer par une tournée de Johnny Walker Blue, et ces dames vont prendre du vin rouge cher. Super Kéké 2, se tournant vers les filles. Une fois que t'as bu du Johnny Blue, tu ne peux plus rien boire d'autre. Ça te change, définitivement. Si vous voulez, je peux les mettre sur une addition séparée. Le contrat de l'événement a du Johnny Walker Black, mais pas du Blue. Et la sélection de vin rouge pour ce soir est 20 moins cher. C'est notre fête. Donne-moi ce que j'ai commandé et ne me pose plus de questions. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un serveur. Nous avons des masters en gestion de business. Va juste nous chercher nos boissons. Je me dirige vers l'autre serveur et lui dis que nous allons passer une nuit infernale, mais que l'addition devrait être sympa. Pour ceux qui ne le savent pas, le Johnny Walker Blue coûte 3 à 4 fois plus cher que le Johnny Black. Donc, une tournée de boissons pour ces personnes coûte plus de 100 $. Toute la soirée se déroule exactement comme nous le pensions. Rien n'était assez bon, les entrées étaient merdiques, la nourriture était horrible, pas assez de pain, trop d'assiettes de pain, les boissons prenaient trop de temps, pourquoi certaines personnes ont de la nourriture et d'autres non? C'est 40 personnes mec, ça prend un peu de temps pour sortir autant de nourriture. Pour aggraver les choses, Kéké et compagnie sont partout, déplacent les sièges et font bouger les autres pour pouvoir parler à qui ils veulent. Cela rend le service infernal car nous avons tout fait par numéro de siège. Étonnamment, la majorité de la table était composée de personnes normales, qui n'étaient pas imbues d'elles-mêmes et qui savaient que les serveurs sont aussi des personnes. Ils ont été impressionnés par la nourriture et ont gracieusement commandé les boissons qui étaient dans le contrat. Un monsieur plus âgé, à l'autre bout de la table par rapport au kéké, s'est excusé de leur comportement en disant « Ils ont peut-être de beaux diplômes et de bons emplois, mais on ne peut pas enseigner la classe. » J'adore ce type. Enfin,
il termine, et après avoir bu une bouteille presque complète de Johnny Blue, ainsi que tous les autres aliments et boissons, ils ont une addition très salée. Et l'autre serveur et moi sommes excités à l'idée d'être payés. Nous commençons à ramasser les assiettes à dessert et à prendre commande des dernières boissons. Le gentil monsieur plus âgé au bout de la table nous dit de lui apporter l'addition. Ne voulant pas avoir plus d'interaction avec les kékés que nécessaire, je lui apporte. Je lui dis que je peux m'en occuper quand il veut, et je vais débarrasser la table. Quelques minutes plus tard, il m'appelle. Il y a peut-être une erreur dans la facture des boissons. Il y a presque 600 $ pour du Johnny Blue, alors que le contrat que j'ai signé n'incluait que du Johnny Black. Et il y a quelques verres de vin qui sont différents de ce que nous avions convenu. Pas d'erreur, monsieur, c'est ce qui a été commandé et bu. Il est génial et je me sens mal. Pourquoi leur avez-vous donné ces boissons, alors que nous avions clairement un contrat ? Je m'excuse, monsieur, ils m'ont dit que c'était leur fête, et puisque je n'étais qu'un serveur, je devais me taire et faire ce qu'on me disait. C'est ce que j'ai fait, je suis désolé, je les ai pris au mot. Je les pointe du doigt, et ils les appellent. Ce qui s'ensuit est le plus grand remontage de bretelles auquel j'ai jamais assisté. Ils continuent en disant qu'ils faisaient quelque chose de gentil, mais qu'apparemment ce n'était pas suffisant. Sur le fait que leur comportement était horrible cette nuit-là, et qu'il a honte pour eux. Mais ma phrase préférée était que l'on voit le vrai visage d'une personne dans la façon dont elle traite les gens qui travaillent pour elle, et ils avaient montré le leur ce soir. Puis il me rappelle. Apparemment, je pensais que c'était ma fête. Je suppose que j'avais tort. C'est leur fête, et ils vont s'occuper de l'addition. Oh, et augmente le pourboire à 25%. Tu l'as mérité. Il se retourne et s'en va, laissant les kékés avec l'addition. En tout, il s'agissait d'environ 3000 $. Je n'ai jamais vu deux hommes adultes avoir l'air aussi défaits. 25% de 3000 $. Ils se sont fait combien dans la soirée, les serveurs ? Les serveurs se sont fait 750 $ de pourboire, si les pourboires sont comptés dans les 3000 $. Parce que du coup, 25% de 3000 $, ça fait 750 $. Ça fait 750 $. Donc techniquement, les serveurs à eux deux pour la soirée se sont fait 750 $ de pourboire. Soit 375 $ chacun. Et ça, juste pour la soirée, et en pourboire. La paye, elle doit être quand même sympa à la fin du mois quand t'as ce genre de table. Et imaginez que les 3000 $, ce soit sans compter les pourboires, ça porterait l'addition à 3750 $, ça pique quand même pour une soirée. Enfin bon, on va pas plaindre ces kékés. La deuxième histoire est postée par Princesse G66. Mon père est décédé le jour de la fête des pères 2012. Il était divorcé et vivait seul, et je suis un enfant unique. Cela signifie donc que je devais régler toutes ses affaires. Cette histoire est centrée sur le fait que nous essayons d'obtenir l'annulation de ses services publics, eau, gaz, électricité. J'ai appelé pour savoir ce qu'il fallait faire pour qu'ils annulent. La dame avec qui j'ai parlé au téléphone m'a dit d'envoyer son certificat de décès certifié. J'ai envoyé la copie certifiée de son certificat de décès le jour suivant. Le mois suivant, j'ai reçu une autre facture. J'ai appelé à nouveau et une nouvelle femme a répondu. Elle m'a dit que comme je n'étais pas sur le compte, elle devait parler avec le titulaire du dit compte. Je l'ai informé que le titulaire du dit compte était décédé, mais elle ne voulait rien savoir. J'ai dû prendre rendez-vous afin qu'elle puisse lui parler elle-même et en personne. Je me suis présenté à la commission des services publics avec un autre certificat de décès et ses cendres dans le sac transparent dans lequel ils ont rendu les dites cendres. Je les ai déposées au centre de son bureau et lui ai dit que lorsqu'elle lui parlerait, elle devrait lui dire que je l'aimais de ma part. La femme a pâli, a bondi de sa chaise et a appelé les flics. Quand ils sont arrivés, elle a prétendu que je l'avais agressée. Et oui, les cendres de mon père étaient toujours là, au milieu de son bureau, avec le certificat de décès. Les flics m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça. Je leur ai raconté l'histoire. La patronne de la dame a été appelée, et ils se sont tous éloignés du bureau pour une discussion privée. Pendant qu'ils parlaient, les flics sont venus me parler. Ils ont dit que je ne devais pas sortir des restes humains en public, mais qu'aucune loi n'avait été violée. J'ai dit que j'étais d'accord avec eux, pour dire que c'était extrême, mais elle a insisté pour parler avec lui en personne. À ce moment-là, ils avaient fini de parler entre eux. La patronne de la dame m'a fait de la lèche et s'est occupée de l'affaire. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. J'ai dû rappeler quelques jours plus tard pour que l'eau, le gaz et l'électricité soient rétablis, à mon nom, dans la maison. Lorsque la personne au téléphone a vu l'adresse et mon nom, elle m'a immédiatement mis en attente. La patronne, qui m'avait finalement aidé, a pris le téléphone. Elle m'a fait de la lèche et a annulé tous les frais liés à l'installation des services publics. Au moment de terminer l'appel, elle m'a informé qu'elle était à nouveau désolée pour le manque de compassion de l'employé. Elle a dit que l'employé avait été licencié et qu'elle était encore une fois vraiment désolée.
À quel point tu dois être stupide pour qu'on te dise « Je veux annuler les services publics pour la maison parce que le titulaire du contrat est mort. » Tu leur envoies le certificat de décès qui dit que la personne est morte, hein. Donc elle est morte, tu peux plus lui parler. Et là tu te retrouves face à quelqu'un qui te demande de faire venir le titulaire du compte qui est mort pour pouvoir l'annuler. Comment tu veux que quelqu'un de mort vienne pour te dire « Je souhaite annuler mes factures ». Ce n'est pas possible. Juste un tout petit peu de bon sens humain aurait fait que le problème aurait été réglé. Surtout qu'il y avait le certificat de décès en plus, c'est pas comme s'il était en train d'essayer de lui mentir ou quoi que ce soit. La troisième histoire est postée par Analog Revenge. C'est arrivé il y a environ 10 ans. Je sortais avec cette fille depuis 1 an et les choses allaient plutôt bien. Les baux de nos 2 appartements séparés arrivaient à terme et nous avons décidé de prendre un appartement ensemble pour que notre relation passe au niveau supérieur et que nous économisions un peu d'argent. À l'époque, je me voyais vraiment avec cette fille. Donc, on signe un bail d'1 an dans un nouvel endroit et pendant les 4 premiers mois, tout va bien. Puis notre relation commence à s'effondrer. Je n'attribue pas de blâme ici, vous savez comment c'est. Ça n'a pas marché, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle a commencé à devenir assez méchante avec moi, et après quelques disputes vraiment horribles, j'ai décidé de déménager en urgence. J'ai trouvé un appartement bon marché, à l'autre bout de la ville, et j'ai déménagé un samedi parce que je ne pouvais plus la supporter. Après environ 1 semaine, je me suis suffisamment calmé pour l'appeler et lui demander de trouver un nouveau colocataire et de me retirer du bail. Elle m'a répondu que non, qu'elle n'avait pas le temps de trouver un nouveau colocataire et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer l'appartement seule. Durant les 2 semaines qui suivirent, je lui trouve 2 amis communs prêts à emménager. Elle les rejette pour des raisons stupides et n'a pas levé le petit doigt pour trouver un colocataire convenable. Je me rends compte qu'elle a l'intention de vivre seule dans cet endroit pendant les 8 prochains mois, tandis que je paie la moitié du loyer et des charges. Hors de question. À ce stade, je suis en colère. Je dois maintenant payer 2 baux, les charges et ainsi de suite. J'ai de l'argent à la banque, donc je ne suis pas en danger, mais je ne peux pas me permettre de faire ça longtemps, et ce n'est tout simplement pas raisonnable. J'avais découvert pendant notre semaine sans contact qu'elle avait déjà commencé à sortir avec un autre gars. Je sais que c'est super rapide, quelques jours après notre rupture, mais je n'ai aucune preuve qu'elle m'ait trompé. Alors ce n'est pas grave. Cependant, je savais que mon ex était insatiable et que nous faisions l'amour tous les matins où nous étions ensemble, réglé comme une horloge. Elle devait sortir de la maison pour aller au travail à 8h45, alors nous faisions l'amour à 7h45 environ, tous les matins. Notre relation avait ses bons côtés, et le fait qu'elle soit à fond dans le sexe et incroyablement douée était l'un d'entre eux. De toute façon, j'ai élaboré un plan pour sortir du bail. Le lendemain matin, j'arrive à notre ancien appartement vers 7h45 et j'attends dans mon camion jusqu'à 7h50, pensant que je la connaissais assez bien pour savoir que c'était le bon moment. Notre appartement était un studio et le lit, notre ancien lit, était en face de la porte d'entrée et à droite, il y avait une petite cuisine / salle à manger. Je tourne donc la clé et ouvre la porte aussi vite que possible, et je n'ai pas été déçu. Mon ex chevauchait ce type et j'établis un contact visuel avec lui. Je n'oublierai jamais le regard choqué sur son visage. Elle roule sur le côté pour arrêter sa chevauchée fantastique et remonte les couvertures sur eux. Ils sont tous les deux nus. Ne vous occupez pas de moi, je dis en allant chercher dans le placard les Lucky Charms que j'ai achetés et qui sont toujours là. Je verse un bol, ajoute du lait et commence à manger, en les ignorant. Le mec ne peut pas bouger parce que ses vêtements ne sont pas à proximité. Mon ex m'a dit « Fous le camp d'ici !» Et je lui dis « Je suis toujours sur ce bail, c'est chez moi, mais vas-y, je ne t'interromps pas. » Elle commence à me crier dessus, à m'insulter, à me lancer quelques chaussures, elle rate, et pète les plombs depuis le lit pendant que je mange calmement mes céréales, ça me prend environ 15 minutes. Puis je lui dis « Oh, regardez l'heure, je dois aller travailler. » Le mec n'a pas bougé d'un pouce et n'a pas ouvert la bouche. Le lendemain, j'ouvre la porte à 7h40 cette fois. Elle et son nouveau gars sont réveillés et habillés. Je dis « Oh, bonjour, j'ai des bagels » avec un sourire joyeux et totalement faux. Je pose le sac de bagels et de fromage frais sur le comptoir et je dis « Je vais prendre une douche rapidement ». Elle est plus calme cette fois, mais commence à jurer. Elle est partie quand je sors de la douche, alors je prépare un bagel et je sors aussi. Je me montre à nouveau vers 20h avec du chipotle. Ils sont assis sur le lit à regarder la télé. Je m'assois au comptoir sur un tabouret de bar, je commence à déchirer mon burrito et je commence à discuter, comme si j'étais leur meilleur ami. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Oh, génial, j'ai pas vu cette émission depuis des années, cool !
Je reste environ 30 minutes à manger mon burrito et à poser des questions stupides au type, en étant juste super ennuyeux. Je le reconnais car il fait partie du groupe d'amis de mon ex, mais honnêtement, je ne connais pas son nom. Il semble super nerveux et ne dit pas grand chose. Mon ex est vraiment en colère et s'énerve. Le troisième matin, je me présente à 7h45. Ils ne sont pas là. Je prends une douche, mange des céréales et laisse un mot poli disant que je suis désolé de les avoir manqués et que je les verrai ce soir. Ce jour-là, au travail, j'ai reçu un tas de fax de mon ex qui me demandait de signer un nouveau bail pour l'appartement, ainsi que des signatures annulant nos factures d'électricité, d'eau, de télé et d'internet. J'ai vraiment apprécié de les signer et de les renvoyer par fax. Je ne les ai plus jamais revus ni entendus parler d'eux. Imaginez, vous vous retrouvez avec une fille, ok elle a un appartement, c'est cool, vous décidez d'emménager ensemble, ou du moins de passer une nuit de temps en temps à cet appartement ensemble, et là vous vous réveillez un matin et pendant que vous êtes en train de vous amuser, il y a quelqu'un qui rentre, comme si c'était chez lui, bah parce que c'est chez lui déjà, et il vous regarde genre, droit dans les yeux. Ça doit être terriblement gênant. La dernière histoire est postée par NSN 242. J'ai toujours été mécanicien, et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une de mes expériences préférées. Un client est venu se plaindre d'une vibration. J'ai mis le véhicule sur le pont élévateur et j'ai vérifié le train avant. Pour résumer, la roue avant du côté passager n'était pas complètement fixée au système de direction et allait bientôt casser, ce qui aurait pour effet de déconnecter complètement la roue de la direction. J'ai dit à la cliente combien coûterait la réparation et je lui ai dit qu'il était dangereux de conduire. Elle m'a demandé de la remonter pour qu'elle puisse partir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, car si elle se brisait après l'avoir laissé partir, je pourrais être tenu pour responsable. Elle a commencé à crier et à hurler qu'elle allait appeler les flics, et me poursuivre en justice, et que le frère de sa cousine connaissait un type qui était lié au chef de la police, et que je serais arrêté. Elle appelle la police, et ils viennent. Je leur montre le véhicule, et ils comprennent le problème de sécurité. Ils m'ont dit de poser la voiture, et de la laisser partir. Je l'ai fait, je lui ai même fait signer une déclaration refusant toute réparation relative à la sécurité. Elle est partie avec un sourire suffisant du genre « Haha, je te l'avais dit ». Jusqu'à ce qu'elle quitte la propriété, se fasse arrêter et que sa voiture soit saisie. Ils lui ont aussi mis une amende pour conduite imprudente. J'étais si heureux de voir sa voiture se faire remorquer. Et dites pour clarifier, les flics lui ont dit qu'il était illégal de la conduire. Les lois de l'État de l'époque me permettaient de faire exactement ce que j'ai fait. J'ai proposé de réduire le prix de la réparation et d'étaler les paiements. Elle a quand même refusé. La stupidité de certaines personnes est quand même aberrante. Les policiers lui disent qu'il est illégal de conduire une voiture dans cet état, et elle reprend le volant. Elle s'attendait à quoi? Qu'il la laisse partir? Même si t'avais le droit de reprendre la route avec une voiture dans cet état, est-ce que tu le ferais? Le mécano t'a prévenu que la pièce risquait de lâcher, et donc que tu risquais de perdre le contrôle de ta voiture. Ça serait quand même super dangereux, donc tu mets ta vie en danger, tu mets la vie des autres en danger. Enfin bon, faut croire qu'on n'est pas tous nés avec un cerveau. La première histoire est postée par Cripsy Silicon. Dans mon adolescence, il était une fois un Isuzu Trooper 1988 que je possédais. J'aimais ce véhicule, je lui ai fait vivre l'enfer, il l'a supporté pendant longtemps, mais un voyage dans la vallée de la mort a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le joint de culasse a explosé. J'aimais ce véhicule, alors j'ai voulu le garder. Je l'ai remorqué jusqu'à la maison de mon grand-père car il avait un garage incroyable. Cet homme m'a appris énormément de choses et était un machiniste exceptionnel. Il était aussi champion de boxe de la marine, environ 1m80, des cheveux et une barbe blanc touffu, construit comme une maison en briques avec une limite que tu ne voulais pas franchir. J'aime mon grand-père, mais ne le mets pas en colère. Bref, j'arrive à son garage et je lui raconte ce qui s'est passé. Nous commandons une culasse de rechange, des joints, des boulons, et je vais commencer à la démonter. Il m'arrête. Où est-ce que ça a pété? Hein? Quel cylindre fuit? Je ne sais pas, j'allais juste retirer la tête. Non, on va d'abord examiner le moteur pour voir s'il vaut la peine d'être sauvé, mais nous devons localiser là où ça a pété. Retire les bougies d'allumage. C'est ce que je fais. Quelques minutes plus tard, toutes les bougies sont retirées, mais même avec une lampe de poche, je ne vois pas assez bien. Mon grand-père me regarde. Démarre-le. Grand-père, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai dit démarre-le. Grand-père, c'est peut-être... Mon garçon, j'ai dit de le démarrer. Maintenant. Ok. Il se penche près du moteur, par-dessus l'aile, avec sa lampe de poche. Je monte et j'appuie sur le démarreur. Mon grand-père est accueilli par une giclée d'huile et de liquide de refroidissement qui s'échappe du cylindre numéro 3. Il se lève, le visage, les cheveux, ainsi que la barbe, couvert et dégoulinant d'un merveilleux mélange boueux brun-vert.
Il sort lentement un chiffon de sa poche et s'essuie les yeux, le visage. J'essaie de garder un visage sérieux. Il se tourne vers moi et me regarde directement dans les yeux, la barbe dégoulinant toujours. « J'ai intérêt à ne pas entendre un seul mot de ta part, mon garçon. »« Oui, monsieur !» Cet homme me manque. Rip grand-père. Une situation facilement évitée s'il avait écouté son petit-fils. Comme quoi, faut toujours écouter les gens jusqu'au bout. La deuxième histoire est postée par Fag Superfan. En 2012, je travaille dans une institution financière en tant que représentant du service client au centre d'appel. J'ai tout le temps reçu des appels concernant le fait qu'on gage des fêtes d'anniversaire et de Noël à cause de frais de découvert. J'ai toujours réussi à faire en sorte que le client se concentre sur la solution et comprenne que je suis là pour l'aider. Un appel arrive. « Merci d'avoir appelé, et c'est Opi. Puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Tu peux commencer par réactiver ma putain de carte !» Désolé d'entendre ça, je peux certainement vous aider. Laissez-moi juste collecter quelques informations. Qu'as-tu besoin d'entendre de plus, putain? Ma carte ne fonctionne pas, alors répare-la, bordel! Je comprends que ça puisse être frustrant, alors trouvons une solution ensemble et réglons ça. Peu importe, mec. Je vérifie, j'effectue quelques recherches et je découvre que sa carte avait des transactions suspectes, alors nous l'avons bloqué et avons essayé de le joindre. Il me prend la tête pendant un moment parce que je n'ai pas pu activer sa carte et il veut aussi que nous bloquions les transactions suspectes, sans oublier de lui envoyer une nouvelle carte. Il devient assez désagréable, mais je lui propose de lui envoyer une carte du jour au lendemain et de retirer les frais d'envoi. Contente-toi de m'envoyer une nouvelle putain de carte! Ok, absolument. Je vois que vous aviez la carte équipe sportive. Vous voulez le même design? J'en ai rien à foutre de ce que c'est! J'ai juste besoin d'une nouvelle carte! Ok, c'est bon. La nouvelle carte sera envoyée par FedEx demain. Assurez-vous d'être là pour la recevoir. Il raccroche, et je lui ai envoyé la carte avec des chatons dessus. Je me demande la tête que le gars va faire en recevant sa carte quand même. La troisième histoire est postée par Witwatts. J'ai travaillé pour une société de transport médical qui avait un contrat avec Medicaid. L'une de leurs nombreuses règles était que tu ne pouvais fournir aucune aide aux patients à l'intérieur de sa maison. Une dame âgée avait une vieille maison avec un très petit hall d'entrée où il fallait monter 3 marches pour accéder à l'étage principal. La seule autre entrée était à l'arrière et il fallait monter 2 étages et demi de marche branlante jusqu'à une vieille terrasse qui donnait sur une chambre. À l'étage. Elle est en fauteuil roulant. Le bon sens veut qu'on l'emmène par la porte d'entrée, qu'on monte 3 marches et qu'elle soit chez elle au niveau où elle vit. Medicaid dit de l'emmener par les escaliers extérieurs, de la larguer dans la chambre à l'étage et de la laisser se débrouiller pour descendre au niveau du salon. Nous avons ignoré leur politique et l'avons quand même fait entrer par la porte d'entrée. Une inspection effectuée par un inspecteur au hasard a montré que nous n'étions pas en conformité. Nous avons fait appel, l'inspecteur est venu, a vu les différentes options et a décidé que nous n'avions aucun motif d'appel. Il fallait la faire monter par les escaliers extérieurs. Non. À partir de ce moment-là, le chauffeur arrivait chez elle, il la faisait sortir de la camionnette sur le trottoir, puis il prenait la radio et disait au patron où il pouvait se carrer son stupide boulot. Maintenant qu'il n'était plus un employé, il était libre d'aider cette charmante personne à entrer dans sa maison et à monter les escaliers. Une fois terminé, il revenait à la camionnette, disait à son patron qu'il avait réfléchi et demandait à récupérer son poste. Le patron était toujours compréhensif et les reprenait, mais notait très soigneusement la pause de 10 à 15 minutes dans leur emploi du temps pour montrer que l'entreprise restait en conformité. Conséquence, nous avons organisé des concours pour voir qui pourrait avoir la scène de « je démissionne » la plus dramatique. Medicaid a noté nos activités, mais n'a pas réussi à trouver comment y mettre fin. La malicious compliance, conformation malicieuse, a été réalisée. J'aimerais bien avoir les résultats du concours, enfin, tous les participants en général, pour voir à quoi ressemblaient ces scènes de démission dramatiques qui doivent être hilarantes. Ça aurait été drôle. La dernière histoire est postée par Egelstein. Voici comment une Karen a tenté de m'interdire de prendre un café à mon travail et comment j'ai envoyé voler sa perruque horriblement décolorée. Ah, les joies du service client. Voici un peu de contexte. Je travaille donc dans un centre de fitness qui se trouve dans une communauté fermée. En gros, c'est un vivier à Karen. La plupart des gens ici se croient tout permis. Il se trouve que je vis aussi dans cette communauté, mais ma mère et moi sommes locataires et nous restons généralement discrets et ne participons pas au drame. Lorsque tu vis dans la communauté, une adhésion au club où je travaille, qui a une piscine, des cours de tennis, une salle de sport et un studio de danse, est incluse dans les cotisations de la copropriété. Lorsque tu loues, comme ma mère et moi, l'adhésion du propriétaire t'est transférée. Je travaille à la réception, bar à jus de fruits, ce qui signifie que j'accueille les membres. J'envoie des courriels, en gros je m'assure que tout fonctionne.
Je prépare aussi tous les encas et les boissons, le tout étant gratuit, et je m'assure qu'il y en ait tout au long de la journée. Les gens sont très ennuyeux, mais c'est un bon salaire pour un jeune de 16 ans, et mon patron/collègue est génial. Revenons maintenant à Karen. Il est environ 8h du matin, un samedi, ce qui signifie que c'est l'heure du café. Mon service commence à 5h30, alors je suis assez fatigué et prête pour une tasse de café. Je prépare tout, le café, les encas et les boissons. Donc après avoir fini de tout installer, j'en prends généralement. J'ai la permission explicite de mon patron pour le faire. Les membres du club peuvent prendre toute la nourriture et les boissons qu'ils veulent, donc tout le monde est gagnant. Entre Karen. Le fourre-tout géant en toile et la coupe de cheveux terriblement décolorée sont révélateurs. Je me tiens au comptoir, m'occupant de mes propres affaires, me versant une tasse de café. Karen demande d'une voix si aiguë qu'elle pourrait probablement briser du verre. « Jeune fille, qu'est-ce que tu crois faire ?» J'étais aussi assez agacé d'être appelé jeune fille. Je ne suis pas son enfant pour qu'elle se permette de me parler avec condescendance. Karen s'énerve. « Tu ne peux pas faire ça !» Moi, trop fatigué pour ces conneries. Et pourquoi pas ? Karen, déterminée à combattre le danger apparent qu'un employé au salaire minimum obtienne un café, hurle « Tu n'es pas membre. Tu ne peux pas avoir de café si tu n'es pas membre. En attendant, pas de café pour toi. » Je commence à faire éclore mon plan, toujours aussi sournois. Je ne réponds pas à Karen et me dirige vers la machine à pointer, pour pointer. Les membres ont un code PIN qu'ils tapent sur un clavier pour que nous puissions suivre le nombre de personnes qui utilisent les installations. Je me dirige vers le clavier, entre mon code PIN et mon nom et ma photo apparaissent sur l'écran, indiquant que je suis bien membre. Je me dirige ensuite vers le bar, en passant devant Karen qui semble sur le point de se consumer de colère pour prendre ma tasse de café à moitié pleine et la remplir avec le distributeur de café. Je retourne ensuite vers la machine à pointer, en tenant mon café et en pointant à nouveau. Je m'assois à nouveau au bureau d'accueil et commence à travailler à la saisie des paiements. Karen se tient toujours près de mon bureau, semblant sur le point d'avoir un anévrisme. Je l'ignore jusqu'à ce qu'elle parte. Les 20 centimes que j'ai perdus en pointant pendant 2 minutes valaient bien le regard de pure horreur sur le visage de Karen. Pouvoir remettre des clients imbus d'eux-mêmes à leur place, juste des gens exécrables. Et ça, pour 20 centimes ? L'affaire du siècle. La première histoire est postée par Altrissa. Il y a de nombreuses années, plus de 15, j'ai travaillé en tant que programmeur pour une entreprise d'automatisation d'usines de pétrole et de gaz. Cela signifie que nous concevions et construisons les systèmes informatiques des usines de pétrole et de gaz, que nous les mettions en service et que nous soutenions les opérateurs pendant les opérations quotidiennes. Pour cette raison, mon entreprise avait une ligne téléphonique d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque semaine, un membre de mon équipe recevait le téléphone et devait être disponible pour répondre aux appels 24/7. Nous avions suffisamment de personnes dans l'équipe pour que cela revienne à peu près à recevoir le téléphone 2 fois par an. La plupart des employés de cette entreprise étaient salariés, et le téléphone 24/7 était inscrit dans leur contrat. Pour chaque appel téléphonique qu'ils recevaient, ils pouvaient créditer un minimum d'1 heure en heures supplémentaires pour leur compte épargne-temps. C'était une bonne affaire pour eux, et cela rendait le téléphone 24/7 plus facile à gérer. J'étais un peu différent de mes collègues, car je n'étais pas salarié. J'étais un contractant payé à l'heure. Mes collègues mettaient leurs heures supplémentaires dans leur compte épargne-temps, mais j'étais juste payé toutes les 2 semaines. Mon contrat stipulait également que si j'étais payé par l'entreprise, je devais être disponible exclusivement pour l'entreprise. Cela a été ajouté par leur département des RH parce que quelques années auparavant, ils ont surpris un contractant à l'heure en train de faire des travaux secondaires pour d'autres entreprises à son bureau. Cela signifiait aussi que s'ils voulaient que je sois disponible exclusivement pour l'entreprise, ils devaient payer mon temps. Pendant 2 ans, je savais que le téléphone 24/7 existait, mais je n'avais jamais eu à le prendre car selon mon contrat, s'ils voulaient que je sois disponible, ils devaient payer mon taux horaire après les heures de travail normales pour s'assurer que j'étais disponible pour répondre au téléphone quand il sonnait. Puis, comme la plupart des histoires d'entreprise, mon manager complètement génial est parti pour des pâturages plus verts et a été remplacé par un crétin sans nom. Après 1 mois de présence au bureau, il a décidé qu'il n'était pas juste que tout le monde se relaie au téléphone, sauf moi. Il a déclaré que je serais mis dans la rotation à partir de maintenant. Je ne voulais pas coûter une tonne d'argent à l'entreprise, alors j'ai essayé d'expliquer que si je suis au téléphone 24/7, cela signifie qu'ils doivent me payer 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Il s'est moqué et m'a dit que je ne comprenais manifestement pas le fonctionnement des affaires. Je lui avais dit qu'il n'avait pas compris comment mon contrat était établi et que je suis un entrepreneur rémunéré à l'heure, pas un employé salarié. Il a insisté sur le fait que pour être un membre de l'équipe, je devais prendre le téléphone ou chercher un emploi ailleurs.
Je ne voulais pas avoir l'air de ne pas avoir l'esprit d'équipe, alors j'ai accepté le téléphone, et j'ai démarré mon horloge. 7 jours plus tard, j'ai passé le téléphone au suivant, et j'ai soumis ma facture bimensuelle. Elle s'élevait à peu près 10 000 $, dont 8 400 pour cette seule semaine où j'ai eu le téléphone. J'ai attendu environ 15 minutes avant qu'on me fasse entrer dans le bureau du responsable. Quand je suis arrivé, le directeur, le responsable des ressources humaines et le patron du directeur, le chef de service, étaient là avec ma dernière facture sur le bureau. Le chef de service m'a regardé et m'a demandé à quoi je pensais quand je leur ai donné cette facture. J'ai expliqué que le nouveau responsable avait insisté pour que je prenne le téléphone 24/7, alors que mon contrat stipule clairement que si l'entreprise veut que je sois disponible 24/7, elle doit payer pour chaque minute où j'ai le téléphone. Le nouveau responsable est devenu plus rouge à chaque mot. Une fois terminé, le chef de service s'est tourné vers lui et lui a demandé pourquoi il ne savait pas, alors que c'est une règle fondamentale, qu'aucun employé contractuel ne devait être assigné à une telle position. Alors qu'il bégayait une réponse, le chef de service m'a congédié et m'a dit d'attendre mon chèque à l'heure habituelle. La meilleure partie ? Pendant toute la semaine où j'ai eu le téléphone 24/7, il n'a sonné que 2 fois, les 2 pendant les heures de travail et les 2 appels demandant une personne spécifique du département. Tout ce que j'avais à faire était de leur donner un numéro de téléphone. Ces 2 appels de 3 minutes ont coûté 4 200 $ chacun à l'entreprise. Après cela, le nouveau responsable a fait comme si je n'existais pas et a refusé de me parler pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il soit muté aux ventes dans un autre département. Je suis resté 2 ans de plus dans cette entreprise et je n'ai plus jamais revu ce téléphone. Encore une fois, c'est une histoire qui démarre avec un changement de manager qui croit que sa méthode est toujours meilleure que celle qui est actuellement en place. Si ça marche, il n'y a pas besoin de le changer. Plus bas dans les commentaires, on a une petite histoire de Kyle et Haran. À la fin des années 90, j'ai travaillé pour une expérience de terrain de la NASA, au fin fond de la jungle amazonienne. Nous avions un téléphone satellite, pour lequel on ne nous a jamais expliqué quand ni comment l'utiliser. Au départ, il servait à contacter d'autres chercheurs sur d'autres sites, et à téléphoner occasionnellement aux États-Unis. J'ai découvert qu'il pouvait aussi servir de relais de données acceptable, et nous avons commencé à l'utiliser pour vérifier nos emails, surfer sur le web, etc. De plus, à cette époque, Age of Empires 2 était populaire, alors j'ai utilisé le téléphone satellite pour jouer en multijoueur. Au bout de 2 semaines, nous avons reçu la visite d'un superviseur furieux, qui a explicitement fait le trajet depuis une ville voisine pour nous engueuler. Il s'est avéré que le mode données du téléphone était beaucoup plus cher que la voix, et nous, surtout moi, avions accumulé 40 000 $ de frais. Comme je n'étais qu'un modeste étudiant diplômé, je n'ai pas eu de problème, et je pense qu'ils ont pu payer des frais réduits. Les responsables de l'époque m'en font encore baver 20 ans plus tard. La deuxième histoire est postée par Captain P42. C'est arrivé il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant d'une grande chaîne nationale en tant que manager. On m'a demandé de me réaffecter temporairement dans un établissement situé dans une ville à environ 1 heure de route, et j'ai accepté. Ils m'ont logé dans un hôtel, tout le tralala. Le premier week-end où j'étais là-bas, j'ai découvert que le responsable avait fait une erreur et n'avait pas commandé de monnaie, petit billet, rouleau de pièces, pour le coffre-fort, et que la succursale locale de notre banque fermait dans l'heure qui suivait. Il se trouve que j'ai aussi un compte personnel dans la même banque, et que, par le passé, j'étais allé chercher de la monnaie à la succursale de chez moi. Comme le temps était compté, j'ai rapidement cherché l'adresse de la banque, pris 800 $ et sauté dans ma voiture. J'arrive à la banque, je fais la queue, puis je leur demande de me faire la monnaie. 400 $ en billets de 5, 300 $ en billets de 1 et 100 $ en rouleau de pièces. La caissière me dit que la banque ne fait pas de monnaie. Moi, pensant que c'est parce qu'il ne me connaissait pas, je l'ai informé que notre restaurant avait un compte qu'elle pouvait consulter. Elle m'a alors dit « Non, nous ne faisons pas du tout de monnaie ». La pensée qui a traversé mon cerveau était « Tu te fous de moi ? C'est une banque !» J'ai essayé d'expliquer la situation, mais la conversation a coupé court. Je suis parti, je suis retourné à ma voiture et ai soudainement eu une idée. Je suis retourné à l'intérieur de la banque avec mon chéquier personnel. Je suis arrivé à l'avant de la file d'attente et, heureusement, à la même guichetière. Avant même qu'elle ait pu me saluer, j'ai sorti mon chéquier et je lui ai dit « Je voudrais fermer ce compte car cette banque n'est plus orientée vers le service client ». Elle a en quelque sorte roulé des yeux, mais a donné suite à ma demande. Puis elle m'a demandé comment je voulais récupérer mon argent. Une réponse automatique, j'en suis sûr, et sur laquelle je comptais. J'ai répondu 400 $ en billets de 5, 300 $ en billets de 1, 70 $ en pièces de 25 cents, 25 $ en pièces de 10 cents, 4 $ en pièces de 5 cents et 1 $ en pièces de 1 cent. Le reste peut être sur un chèque. Elle n'avait aucune raison de refuser, alors j'ai eu ma monnaie. Et le lundi suivant, j'y suis retourné, j'ai fermé les 2 autres comptes que j'avais là, et j'ai ouvert des comptes dans une autre banque où je fais mes opérations bancaires depuis. Et voilà comment perdre un client d'une façon stupide.
Si tu as l'argent pour faire la monnaie à un client quand t'es une banque, pourquoi est-ce que tu le ferais pas? La troisième histoire a été postée par Emma Rennes. Il y a 5 ans, j'ai été renversé par une voiture alors que je faisais du vélo. Le conducteur m'a coupé la route, me rentrant dedans alors que je n'avais absolument nulle part où aller. J'ai heurté la portière passager, puis j'ai basculé par-dessus l'avant de la voiture, toujours accroché à mes pédales, emportant mon vélo avec moi. La voiture était assez endommagée, j'ai cabossé la porte, rayé la peinture à plusieurs endroits, arraché le rétroviseur extérieur, brisé la vitre, fendu le pare-brise et cabossé rayé le capot. Ma bicyclette s'en est plutôt bien sortie, je pense que j'ai encaissé le gros de la chute. La roue avant était tordue, la selle déchirée, et les pédales, la bande du guidon, endommagées par les chocs sur la route. Je me suis cassé la clavicule et j'ai perdu beaucoup de peau à divers endroits qui ont heurté la route. J'ai saccagé mon casque et mon short aussi. Le conducteur a dit « Désolé mon pote, je ne t'ai pas vu !» Ce qui était plutôt évident. La voiture était celle de sa fille, et il emmenait son petit-fils manger une glace. Le pauvre petit garçon a été recouvert de verre quand j'ai percuté la vitre de la portière, mais il semblait aller bien. Le conducteur m'a donné son numéro de téléphone, et j'ai pris une photo de son permis de conduire et de ses coordonnées d'assurance, ainsi qu'une pile de photos sur les lieux. J'ai aussi obtenu les coordonnées des 2 témoins avant de m'évanouir de douleur. J'ai été pris en charge à l'hôpital, et mon partenaire a pu ramener mon vélo à la maison. À cause de ma clavicule cassée, j'ai eu très mal pendant que les médecins déterminaient si elle devait être brochée ou non pendant le week-end. Le samedi matin, j'ai appelé le conducteur et son téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. J'avais bien regardé mon vélo et j'avais calculé qu'il avait besoin d'environ 350 € de pièces. Roues, fourches, selle, nouveau ruban de barre, etc. Et de quelque chose pour l'écran de mon téléphone fissuré, je suppose 150 €. Dans le message que je lui ai laissé, j'ai dit que je ne savais pas s'il voulait payer les pièces ou passer par son assurance. Sa fille m'a rappelé et a crié et juré contre moi pour avoir endommagé sa voiture. J'ai expliqué qu'il avait tourné en face de moi et que c'était sa mauvaise conduite qui était en cause. J'ai mentionné que j'étais assis dans mon canapé avec une clavicule cassée à cause de lui et que tout ce que je voulais, c'était faire réparer mon vélo. « Tu n'auras jamais 1 centime de ma part, parle à la police si tu veux, nous leur dirons que ce n'était pas ma voiture, tu n'auras jamais 1 centime de notre part !» Ok, je peux me conformer à cela. J'ai appelé le poste de police local et ils ont envoyé un agent pour me voir. J'ai soigneusement expliqué ce qui s'était passé et je lui ai montré les photos de la scène, les dommages causés à mon vélo, mon téléphone, mon casque et mon short. Je lui ai donné les coordonnées du témoin et plusieurs tasses de thé, et il m'a conseillé de mettre un avocat sur l'affaire aussi, c'est ce que j'ai fait. Mon assurance vélo a une couverture d'aide juridique, alors je l'ai utilisée. Pour faire court, j'ai subi 3 opérations de l'épaule au cours des 18 mois suivants. Les détails de l'assurance que le conducteur m'a donné étaient faux. La compagnie d'assurance de la fille ne couvrait pas son père en tant que conducteur. Le conducteur avait déjà perdu 6 points sur son permis, mais, fait crucial, la police a découvert qu'il avait une assurance avec une compagnie qui le couvrait sur la voiture de la fille, mais seulement pour la couverture d'un tiers. Il ne l'a admis que lorsqu'ils ont menacé de l'accuser de conduite sans assurance et de fraude documentaire. La cour a fini par le condamner et lui a retiré suffisamment de points pour lui interdire de conduire pendant 1 an et lui a infligé une amende de 1 500 € plus les frais. La compagnie d'assurance à laquelle il était souscrit était l'une de celles qui disent « Nous ne couvrons que les très mauvais conducteurs » et n'a évidemment pas payé pour les dommages causés à la voiture, ce qui représente probablement 1 500 € ou plus. La compagnie d'assurance a payé pour les dégâts de mon vélo, 550 € une fois évalué par un magasin local. Ils ont également payé pour mes vêtements et mon casque, 200 €, et l'écran de mon téléphone, 180 €. Et enfin, la compagnie d'assurance a versé une indemnisation pour mes blessures et mon temps libre, etc. Opi précise pas le montant, mais c'est dans les 5 chiffres. J'aurais été très heureux qu'ils paient l'évaluation initiale des dommages causés à mon vélo et à mon téléphone, mais comme ils voulaient me rendre la vie difficile, cela leur a coûté des milliers. Le chauffard a été interdit de conduire et l'indemnisation qui en a résulté a été un énorme bonus pour mon compte épargne. Comme quoi si on est victime d'un accident, il vaut mieux souvent passer par les assurances. Et c'est dommage pour eux, Opi voulait s'arranger à l'amiable et demander juste de quoi réparer son vélo et de réparer son téléphone, ce qui faisait un montant d'environ 500 €, et ils se sont retrouvés avec l'assurance qui leur dit vous vous débrouillez pour les dommages causés à votre voiture, 1 500 €, et eux ils ont payé le reste. Donc Opi il s'est mis très bien, moins la clavicule cassée bien entendu, et ceux qui ne voulaient pas payer à la base les 500 € se sont retrouvés à payer 3 fois plus que ça. Le karma. La première histoire est postée par LXS7328. C'est arrivé il y a environ 18 mois. J'ai trouvé les papiers ce matin et j'y ai repensé. Je traversais un méchant divorce, avec des contrats de mariage qui disparaissaient, et mon ex faisait des menaces contre ma petite entreprise. Lorsque la déposition est arrivée, elle a demandé des tonnes d'informations sur mon entreprise.
transactions bancaires, déclarations fiscales, etc. Et tous les documents concernant les ventes ou les acquisitions d'actifs. J'ai d'abord repoussé et dit que la charge administrative était excessive. Ils m'ont répondu « bonne chance ». Puis j'ai résisté avec l'argument que je refuse de fournir des informations qui nuiront à mon entreprise et aux autres actionnaires. Nous avons finalement convenu que seuls les avocats auront accès au dossier de l'entreprise. J'ai demandé à plusieurs avocats quelles étaient exactement les règles que je devais respecter pour me conformer aux demandes. Version courte. Chaque demande numérotée doit être présentée séparément. Je ne peux donc pas simplement jeter toutes mes réponses dans une boîte ensemble. Dois-je envoyer une boîte ? Non. Une autre organisation est-elle nécessaire ? Non. J'ai répondu avec un zèle qu'ils n'attendaient pas. Je leur ai donné tout ce qui correspondait à leur demande. Comme cela a été demandé à l'entreprise, j'avais le droit d'utiliser les employés pour préparer mes réponses. Nous avons donc été 5 à nous mettre au travail. J'ai donc imprimé des relevés bancaires et des rapports de transactions bancaires sur 7 ans pour 10 comptes. Je les ai jetés dans une pile et j'ai mélangé le tout. Une question, une réponse. En tant qu'entreprise basée sur les stocks, chaque transaction de vente est un changement d'actif. J'ai donc ajouté tous mes relevés de vente à cette demande. J'ai imprimé des étiquettes pleine page orange vif, identifiant clairement l'affaire. La question est « document d'affaires, avocat uniquement ». Puis j'ai attaché les piles très serrées les unes aux autres, en piles d'environ 30 cm de haut, avec des sangles d'emballage de 500 kg. Cela fait une bombe de paperasse qui explose avec environ 3000 feuilles de papier lorsque tu coupes les sangles. Il n'y a pas de boîte pour les ranger après les avoir ouvertes. Le dernier jour, dans l'après-midi, j'ai donc livré calmement une camionnette chargée de paperasse à un groupe d'avocats onéreux qui paniquaient à la vue des chariots de paperasse empilés dans leur salle de conférence. J'ai volontairement mis tous mes documents personnels et les petites questions en bas. Il n'y a pas assez d'argent dans la ville pour payer les avocats, ne serait-ce que pour toucher à ce bordel, et encore moins pour le parcourir. Nous avons conclu un accord peu de temps après, et j'ai envoyé quelques employés récupérer mes documents, non ouverts. Opi a même posté une image de la monstruosité que c'est. Le carton a l'air suffisamment grand pour pouvoir faire rentrer plusieurs personnes, et chaque bloc de papier a l'air compressé au possible, et les sangles, effectivement, on a l'impression que si on en coupe ne serait-ce qu'une, il y a tout qui va exploser. On peut littéralement dire qu'Opi a enterré cette affaire sous une montagne de paperasse. Ouais, il a fait ce qu'on lui a demandé. La deuxième histoire est postée par NL Derek. J'ai travaillé comme répartiteur du 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai un jour pris l'appel d'une dame qui se plaignait d'un homme noir qui marchait dans la rue. Il ne faisait rien de mal, sauf, comme elle l'a dit, qu'il est noir et qu'il marche dans la rue. Elle a insisté qu'un agent soit envoyé pour lui parler, et nous avions une politique selon laquelle nous devions envoyer un agent. Alors, j'ai envoyé le seul officier noir en service. Ce n'était pas dans sa zone, mais un message informatique envoyé à lui et au superviseur lui a fait comprendre pourquoi il y allait. Quand il est arrivé, elle a pété les plombs et a appelé à nouveau en criant qu'il y avait maintenant un homme noir qui frappait à sa porte. J'ai répondu « Oui, c'est l'agent de police que vous avez demandé ». Finalement, j'ai dû envoyer le superviseur parce qu'elle refusait d'ouvrir la porte et faisait une grosse crise au téléphone. C'est difficile de croire qu'il y a encore des gens comme ça aujourd'hui quand même. La troisième histoire est postée par Striker Eureka. Je livre de la nourriture pour une grande entreprise afin de gagner ma vie, et bien que la plupart de nos clients soient très gentils, nous avons de temps en temps une personne qui nous rend fou. Une cliente a demandé que sa nourriture soit livrée à 17h30. J'ai quitté le magasin vers 17h20, sachant qu'il me faudrait environ 10 minutes pour y arriver. J'ai fini par être coincé derrière des conducteurs lents, et je suis arrivé à 17h34. Cette femme a pété les plombs. Elle me criait dessus, et me disait que lorsqu'elle demande quelque chose pour une heure précise, il vaut mieux que ce soit là, à cette heure-là. Ni plus tôt, ni plus tard. J'ai compris où elle voulait en venir, mais pour diverses raisons, notamment que les livreurs ne conduisaient pas dangereusement pour arriver à l'heure indiquée, nous ne pouvions pas garantir que ça arrivera à l'heure pile. Elle n'a rien voulu savoir. Pas de pourboire, mais ce n'était pas une surprise vu sa réaction. La semaine suivante, la même femme a commandé à nouveau pour la même heure. Cette fois-ci, nous avions plus d'aide en magasin, et j'ai fait sortir la commande plus tôt que d'habitude. J'ai pensé, puis merde, et je suis allé chercher quelque chose à manger. Je me suis garé dans la rue d'à côté, et j'ai mangé lentement, puis j'ai livré son repas à 17h30 exactement. Cette fois, elle était sur son téléphone, et ne m'a pas dit un mot. Encore une fois, pas de pourboire. Ce processus s'est répété, mais j'ai fini par apprécier d'avoir du temps tranquille pour manger, même si je ne recevais pas de pourboire.
Un jour, j'étais d'humeur particulièrement espiègle, et j'ai décidé de m'asseoir devant chez elle et de manger mon déjeuner. Quand j'ai finalement sonné à la porte, à 17h30, elle a immédiatement ouvert sa porte et a crié « Étais-tu assis à l'extérieur de ma maison pendant tout ce temps avec mon repas ?»« Oui. »« Pourquoi diable ne me l'as-tu pas apporté alors ?»« Parce que tu as dit que lorsque tu commandais quelque chose pour 17h30, tu le voulais à 17h30. Il est 17h30. Je ne voulais pas te l'apporter trop tôt. » Pas de pourboire, ça valait le coup. Tout ça parce que le livreur est arrivé avec 4 petites minutes de retard. Elle s'est fait prendre au mot et c'est tant pis pour elle. La 4e histoire est postée par PM Your Persing. Bien que je travaille dans un rôle de vente très stressant et très technique, je crois que lorsque tu es en vacances, tu ne travailles pas et tu te déconnectes. Chaque fois que j'étais en vacances et que mon responsable me demandait quelque chose, je lui envoyais un courriel. Tu me demandes de travailler pendant mon temps libre? La réponse était toujours quelque chose comme « Oui, j'ai vraiment besoin que ce soit fait ». Après avoir travaillé, je réclamais le temps de congé sur le portail employé du site de l'entreprise. J'ai enregistré chaque email. La semaine dernière, les RH ont lancé un nouveau portail qui nous permet de voir combien de jours de congé et de jours maladie il nous restait. Il manquait environ 2 semaines à mon solde de vacances. Lorsque j'ai alerté les RH à ce sujet, ils ont dit qu'ils avaient repris une partie du temps que j'avais récupéré parce qu'ils estimaient que j'abusais du système. Je leur ai ensuite envoyé tous les emails de mon responsable me demandant de travailler, en documentant le fait que ce n'était vraiment pas du temps libre. J'ai également inclus un lien vers la loi de l'État, indiquant que même une minute travaillée dans la journée comptait comme une journée complète. Je suis salarié. Mon solde de congé payé m'a rapidement été rendu. Et comme Opie l'a si bien compris, les vacances, c'est sacré. La 5e histoire est postée par Jumboface. C'est une histoire de ma mère. Elle a toujours été incroyablement têtue, mais cela me rappelle beaucoup mon adolescence. Une fois par an, elle nous demandait toujours de tout sortir du garage, beaucoup de cartons. Ma mère a une quantité impressionnante de trucs, pour que nous puissions le fouiller et le nettoyer / réorganiser. Cette année-là, le couple qui possédait la maison en face de chez nous, des rénovateurs de maison, était en train de vendre leur maison. Mécontents de l'allée disgracieuse de ma mère, couverte de cartons qui salissaient leur bonne image, ils ont passé un appel à l'association des propriétaires. Lorsque ma mère a reçu la lettre, le désordre avait été rangé, mais ils ont décidé de lui faire part de quelques autres plaintes, comme les vélos contre le côté de la maison et les graviers inégaux. Elle avait 2 semaines pour que tout soit conforme aux normes. Mesquine et facilement frustrée, ma mère a tout de suite su qui appeler, puisque le couple était carrément venu lui dire qu'avec leur rénovation, ils allaient vendre cette maison pour beaucoup plus que n'importe quelle autre maison dans ce quartier, et qu'ils apprécieraient qu'elle respecte cela, en gardant sa propriété nickel. Pendant les 2 semaines suivantes, tous les cartons du garage étaient dans notre allée. Le canapé et la télévision du salon sont venus ensuite. C'était le début de l'été, donc le temps était parfait pour s'asseoir dans sa cour, en short et soutien-gorge de sport. Ma mère s'assurait de saluer et de sourire chaque fois qu'ils amenaient quelqu'un pour une visite. Mais l'étape finale est arrivée à la fin de ces 2 semaines. Après que le jardin ait été nettoyé et approuvé par l'association, ma mère est allée au Walmart local et a acheté un panneau à vendre. Elle a écrit environ un quart de leur prix ridicule et a terminé avec un gros « vendu » écrit sur le panneau et l'a mis devant la maison. Je n'ai aucune idée du prix auquel ils ont fini par vendre leur maison. Elle est restée vide pour un certain temps, donc je suppose que le prix était inférieur à l'offre. Le trop long, j'ai pas lu, ne dis pas à ma mère qu'elle dévalorise ta maison, ou elle fera tout son possible pour le faire, tout en respectant les règles de l'association des propriétaires. Eh bah bien fait pour ces rénovateurs de maison, qui auraient pu tout à fait être polis et aller les voir et demander si les cartons allaient rester longtemps sur le trottoir, ou si c'était juste temporaire, avant d'aller directement se plaindre à l'association des propriétaires. Sérieusement, on est tous humains, non? On peut communiquer entre nous sans directement aller voir les autorités. La première histoire est postée par Orlan Sunderous. J'ai travaillé pour une entreprise pendant quelques années. On m'a refusé toutes les promotions, mais on attendait toujours de moi que je fasse le travail supplémentaire parce qu'ils ne programmaient plus personne pour le faire. Et je pensais que ça me donnerait une meilleure image si je le faisais, en couvrant les pauses, en vérifiant les registres, les rondes de sécurité, etc. Quelques semaines plus tard, ils se sont plaints que je ne produisais pas assez et que je devais me concentrer davantage sur mon travail. Alors j'ai fini par arrêter de faire le travail supplémentaire et j'ai laissé le service tomber dans la herde. Le directeur régional nous a pincés pour avoir manqué trop de rondes de sécurité. Nous avons été pincés par la santé et la sécurité pour ne pas avoir rempli correctement les registres. Les clients se sont plaints du manque de service dû au fait que les employés étaient en pause.
La direction a pété les plombs et m'a dit que cela m'empêcherait probablement d'obtenir une promotion à l'avenir. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que cela faisait partie de mes tâches. Mais vous m'avez dit de me concentrer sur la productivité, pas sur des tâches supplémentaires. Ces tâches font partie du rôle d'un superviseur, pas du mien. Cela fait des mois que vous le faites, pourquoi avez-vous arrêté? Vous m'avez dit de me concentrer sur la production. Eh bien, jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un pour travailler la nuit, les tâches doivent être couvertes. Wow, donc l'un des directeurs devra fermer tous les soirs, c'est dur. Allez, on est une équipe, vous pouvez nous aider, n'est-ce pas? Désolé, je suis pas à l'aise pour faire des tâches supplémentaires au-delà de mon rôle, sans formation adéquate et sans compensation. Ah, les entreprises, si elles peuvent gratter du travail gratuit, elles vont pas se gêner. Tout ça pour te faire miroiter une promotion alors que tu fais déjà le travail. Ils te la donneront jamais, tant qu'ils en ont pas besoin, si tu fais le boulot gratos. L'histoire suivante est postée par Solenige Cracker. C'est arrivé alors que moi et mes 2 amis nous rendions dans une autre ville de mon pays en empruntant un train de nuit assez vieux et lent. Nous avons acheté des billets spontanément et assez tard. Nous avons donc été répartis dans différents compartiments. En général, ce n'est pas un problème de se mettre d'accord avec les gens pour qu'ils échangent leur place avec vous. C'est une pratique assez courante. Le wagon avait environ 9 compartiments, chacun ayant 2 couchettes supérieures et 2 couchettes inférieures. Moi et mon ami étions dans le compartiment numéro 2, plus près du bureau des chefs de train. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cette pièce où ils s'assoient. Et nous étions sur les couchettes du haut et du bas. Et mon autre ami était dans le compartiment numéro 9, sur la couchette du haut. Le compartiment de cet autre ami était à côté des toilettes. Le truc, c'est qu'en général, tu ne voudrais pas être dans le compartiment numéro 9 dans ces vieux trains. Parce que dans 90% des cas, ça sentira horriblement mauvais pendant tout le trajet, à cause des toilettes. Nous voulions demander à quelqu'un de notre compartiment d'échanger avec notre ami. Mais il s'est avéré que nous avions un couple sympathique qui nous accompagnait. Donc c'est nous 2 qui devrions déménager. Nous n'avons donc pas encore déballé nos affaires, tout comme de nombreux passagers, et nous sommes allés rendre visite à notre ami au numéro 9, et demander à quelqu'un de son compartiment d'échanger sa place avec nous. Et nous nous sommes sentis chanceux, en voyant qu'il y avait un autre couple avec lui, occupant la couchette du haut et celle du bas, tout comme nous. L'échange devait être facile, car nous étions plus loin des toilettes, et c'est un énorme avantage. La conversation s'est déroulée comme suit. Alex, l'ami qui était avec moi, Nick, mon ami du numéro 9, Karen, la dame Garce, et Poopman, son petit ami. Hey, nous avons un ami qui voyage ici, ça vous dérangerait d'échanger votre place avec nous? Nous avons les mêmes couchettes que vous. Non, éloigne-toi de mon compartiment. Notez que Nick est là, ainsi qu'un autre passager. Madame, s'il vous plaît, c'est plus loin des toilettes et nous voyageons en groupe. Oui, s'il vous plaît, si vous voulez bien... Écoutez les enfants, nous avions déjà tous 22-23 ans. Vous voulez bien vous calmer, bon sang? J'ai payé mes billets et nous resterons juste à l'endroit que nous avons payé. Je n'ai pas l'intention de faire des affaires de herde. Excuse-moi, mais nous vous offrons de meilleures places juste parce que nous voulons être avec notre ami. Je ne tomberai pas dans le panneau. T'as probablement des tiques dans les oreillers, ou pire. Quoi? Non, c'est pas ça, on voulait juste discuter, peut-être jouer aux cartes. Écoute, va te faire outre avec tes honneries. J'ai payé et je reste ici. Et vous, vous êtes censés rester à vos couchettes. C'est la loi quand on achète des billets. Bon, ça s'est vite envenimé. Cette loi n'existe pas, et tout le monde s'en fiche, mais bon. Son petit ami s'est assuré de nous traiter de crétins à plusieurs reprises pour que nous puissions l'entendre pendant que nous retournions à notre compartiment. Nous étions confus d'une telle agressivité, car ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre. D'habitude, les gens refusent poliment, et c'est tout. Notre ami nous a dit qu'il se plaignait de nous à lui. Quel couple charmant! Quelques heures plus tard, nous nous apprêtons à dormir. Nick décide de nous rendre visite. Il vient nous dire que le numéro 9 commence à sentir la pisse, parce que les gens ont utilisé les toilettes. Nous nous moquons de lui, et nous rions du fait qu'il ait à passer la nuit avec des gens herdiques, et qu'il sente aussi la herde. Le gentil couple qui restait avec nous, au deuxième, a également ri avec nous, car nous nous sommes liés d'amitié avec eux et leur avons déjà raconté l'histoire. Environ 10 minutes s'écoulent lorsque quelqu'un frappe à la porte. Nous ne savons pas trop qui c'est. Nous ouvrons la porte et, comme vous vous y attendiez, Poopman est là. Les gars, nous avons réfléchi à votre offre et nous pensons que nous aimerions l'accepter. Tu veux dire échanger, alors que nous avons déjà déballé nos affaires? Oui, je suis sûr que c'est rapide et sans problème. Et ma femme n'arrive pas à dormir là-bas. C'est l'odeur? Poopman, content qu'on ait compris son idée. Oui, elle est horrible. Ma copine est malade à cause de ça.
Je vois mon ami et je sens déjà ce qu'il va dire. J'entends les tambours intérieurs qui me préparent à ce moment. Désolé mec, on reste sur les couchettes qu'on a payées, c'est la loi. J'ai fait le bruit d'un morse et j'ai serré la mâchoire en riant. Nick a gloussé dans sa main, et le gentil couple avait cette expression heureuse et choquée sur le visage. Ces honards ont fini par passer la nuit avec l'odeur qui s'aggravait d'heure en heure. Nick en a aussi souffert, mais il a dit que ça valait le coup d'écouter Karen manger la cervelle de son homme parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle a essayé de vaporiser ses parfums, mais ça n'a fait que sentir comme un tas de bouse sur un parterre de fleurs. J'essaie d'avoir l'image de cette Karen en train de manger le cerveau de son petit copain. Je sais pas cette expression vient de quel pays, mais c'est très drôle. En tout cas, voilà. Comment quand quelqu'un te propose un échange, bah, des fois ça peut valoir le coup. Après, leur doute aurait pu être légitime, mais bon, ils cherchaient juste l'argent d'un pote et... Bon, tu te débarrasses des places qui sont à côté des toilettes. Effectivement, à part s'il y a des puces ou un truc comme ça dans le lit. Mais bon, ça serait inquiétant pour un train qui est ça. Enfin bref. L'histoire suivante est postée par Isabelle Internet. Un gars que je connais, nous travaillons tous les deux dans les services d'urgence et la sécurité publique, était au restaurant avec sa famille. Il a accumulé une facture de plus de 100 $. La serveuse apporte l'addition, il met sa carte de crédit dans le reçu et la lui remet. Elle revient quelques minutes plus tard et lui dit qu'elle ne peut pas débiter le repas sur cette carte parce qu'il ne ressemble pas à la photo sur la carte de crédit. Bon, c'est vrai, il avait perdu 75 kilos au cours des 2 années précédentes. Oh, c'est moi, j'étais gros avant. Je suis désolé monsieur, vous ne ressemblez pas à la photo, mon directeur ne me laissera pas passer la carte. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi et c'est ma seule carte de crédit, alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne sais pas monsieur, mais je ne peux pas débiter cette carte si vous ne correspondez pas à la photo. Eh bien les enfants, vous avez entendu la dame, repas gratuit. Le gérant sort. Monsieur, vous allez devoir trouver un autre moyen de payer l'addition. Et il n'y a pas d'autre moyen, je vous ai donné ma carte, vous avez refusé de la débiter, alors c'est votre problème maintenant. Eh bien, si vous partez maintenant, je vais devoir appeler la police. 10 minutes plus tard... Oh, hey Josh, quoi de neuf ? Rappelez-vous, Josh travaille à la sécurité publique, il connaît personnellement tous les flics du coin. Ils veulent pas prendre ma carte parce qu'il y a ma photo de moi gros dessus. Le policier, qui essaie très fortement de ne pas rire, oui madame, je peux me porter garant pour lui. C'est la même personne que celle extrêmement grosse sur la photo de la carte. Je ne peux pas débiter la carte si la photo ne correspond pas. Donc il a essayé de payer, et j'ai confirmé qu'il est bien celui qu'il prétend être, et que la photo sur la carte est bien la sienne. Et vous ne voulez pas débiter la carte ? Je n'en ai pas le droit. Eh bien Josh, t'as entendu la dame ? Repas gratuit. Josh et le flic sont ensuite restés sur le parking pendant 20 minutes, à rire et à parler, tandis que le gérant regardait fixement vers la porte, derrière le stand de l'hôtesse. La femme et les enfants de Josh, des adolescents, étaient depuis longtemps partis à Target, de l'autre côté du parking. Je lui demande souvent s'il était retourné dans ce restaurant. Il m'a répondu qu'il avait reçu une nouvelle carte récemment, sans photo, et qu'il y était retourné, juste lui et sa femme. La serveuse était différente. Il n'a jamais vu le gérant, il a mangé, il a payé, et il est parti. Et c'est un Longhorn Steakhouse, si vous vous posez la question. L'équivalent chez nous, ça serait le Buffalo Grill. Le manager y force là. T'as un policier qui se porte garant pour la personne. Tu débites la carte, et si jamais il y a un problème, normalement les policiers ils ont tous leur numéro de badge, etc. Je veux dire, le gars, tu pourrais le mettre dans la mouise tellement facilement. Enfin bon, c'est de l'argent qu'il a perdu quoi. L'histoire suivante est postée par Chels Rule 100. Alors, ma mère est généralement une personne très calme et compréhensive, qui supporte beaucoup de choses sans se plaindre. Mais quand elle se met en colère, elle n'hésitera pas à sortir une douce malicious compliance. Mon père, quant à lui, est la définition d'un désordre irritable qui aime être extrêmement mesquin, et c'est une bonne chose que lui et ma mère ne soient plus mariés, parce que je ne sais pas comment elle a pu le supporter. Cet incident particulier s'est produit il y a 2 ans. Mes parents étaient en train de finir un procès sur la garde des enfants. Mon père perdait le procès et il n'était pas content. Il a décidé, durant l'été 2017, d'essayer de se venger de ma mère, en prenant de longues vacances d'été qui passent sur l'un des week-ends de ma mère. Moi et mes sœurs le découvrons assez vite au début de l'été, et nous le disons à notre mère, qui envoie un texto à mon père en pensant qu'il a fait une erreur. La conversation s'est déroulée à peu près comme suit. « Est-ce que tu emmènes les enfants à Beach Town, du tel jour à tel jour ?»« Oui. »« Tu sais que j'ai un week-end pendant cette période, n'est-ce pas ?»«
Eh bien, si tu veux les avoir, tu peux venir les chercher et faire ce que tu veux avec eux. Ce que je fais est parfaitement légal et conforme à la loi, car nous devons récupérer les enfants quand c'est notre tour. Étonnamment, il avait raison. Ma mère avait fini de lui parler à ce moment-là, et n'a plus rien dit à ce sujet. Elle nous a simplement dit de profiter de nos vacances à Beach Town. Nous avons donc passé quelques jours là-bas. Nous sommes allés à cet endroit une demi-douzaine de fois, et nous nous ennuyions un peu. Mon père n'aime cet endroit que parce qu'il y a acheté une maison d'été, et qu'il connaît les gens qui y habitent. Finalement, le week-end arrive et à 18h, l'heure à laquelle un parent est censé venir chercher son enfant, ma mère se présente à la maison de vacances. Mon père est choqué et elle demande les enfants en disant qu'elle a loué une chambre d'hôtel ici et qu'elle a des vêtements pour nous. Nous l'accompagnons en taxi jusqu'à l'hôtel où elle a passé la nuit. Mais elle n'a préparé que 2 sacs et un seul ensemble de vêtements pour nous, ce qui est étrange puisque nous sommes censés rester ici jusqu'à lundi matin. Puis elle sort ses billets d'avion. Nous prenons le prochain vol pour rentrer chez nous. Aucun d'entre nous ne veut rester, bien sûr. Nous sommes assez fatigués d'aller dans cet endroit de toute façon. Et nous ne le disons pas à notre père ou à notre belle-mère. Nous prenons l'avion pour rentrer à la maison, et le lundi, mon père appelle pour demander où sont les enfants. Ma mère répond et lui dit qu'ils sont rentrés à la maison, et que s'il veut les avoir, il peut venir les chercher. Mon père hurle sur la ligne à ce moment-là, et ma mère lui dit calmement que c'est parfaitement légal et conforme à la loi, en lui répétant ce qu'il lui a envoyé par texto au début de l'été. Mon père passe le reste des vacances seul à Beach Town. J'espère qu'il en a profité avec ma belle-mère, puisque ni lui, ni mes grands-parents, les seules autres personnes qui peuvent nous prendre en son nom, ne sont en ville. La loi sur la garde des enfants stipule que nous devons plutôt passer ce temps avec notre mère. Pendant cette semaine de congé qu'elle a passée avec nous, nous sommes allés au parc d'attractions et nous avons vu quelques films. Dans l'ensemble, nous avons apprécié ce spectacle et le temps passé avec notre mère plutôt que d'aller à Beach Town pour la énième fois. Et bim, c'est cadeau pour le papa. Il n'y a rien de mieux que quand on retourne les mots contre quelqu'un. C'est tellement bien. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.